Salut à tous, on est en live, on est sur la chaîne Femmes Inspirantes. On est le lundi 17 mai, il est 19 h et donc je suis en live aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, je suis avec Nicole et Nicolas. Donc aujourd'hui, on aura une émission avec deux invités pour le prix d'un. Je me suis dit que autant d'avoir deux invités, autant faire simple. Hein. Nicole et Nicolas, ça commence tous les deux par Nicole. Il y a un E, il y a un AS en plus. Hein. Alors je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors évidemment, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment pendant le live. Il y aura de toute façon une phase de questions-réponses à la fin. Et on essaiera de soit de prendre les questions tout à la fin, soit au moment où vous les posez en fonction des sujets. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Et donc, je suis aujourd'hui avec Nicole et Nicolas. Et avant un petit peu qu'on commence, comment est-ce que vous allez ? Moi, là, ça va très bien. Là, je vous fais un petit coucou depuis l'Ardèche, dans un tout petit village qui s'appelle La Boule. Et voilà, donc j'ai beaucoup de chance d'être ici et je suis ravi de participer à cette émission et de partager une petite demi-heure avec vous tous. Bonsoir tout le monde, moi je suis donc Nicole et j'habite à Saverne dans une petite commune de 11 000 habitants à 45 km au nord de Strasbourg dans le Grand Est. Voilà, et je suis contente d'être en live avec vous pendant, comme disait Nicolas, une petite demi-heure. Oui, alors ça peut être une petite ou une grosse demi-heure en fonction de ce qui va se passer. Alors je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Avant qu'on lance les hostilités, je sais pas, tiens, d'ailleurs, Nicolas, vu que toi, tu n'es pas en Alsace, est-ce qu'il a plu chez toi ou pas ? Ah oui, là, ça fait quelques jours où effectivement, c'est pas top non plus. Mais bon, voilà, on a quand même le grand air, donc on a quand même fait quelques sorties. On a une belle petite rivière là qui coule près de la maison, donc on a vraiment pu se faire plaisir. C'était chouette comme journée. Donc, et chez toi, Nicole, tu as eu de la pluie ? Alors, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Je dirais que c'est les giboulées de Mars qui viennent en retard. Mais bon, avec le réchauffement de la planète, ça ne m'étonne pas. Donc, on alterne pluie et soleil depuis à peu près 3-4 jours, même plus. Enfin, depuis avant l'ascension, en fait. Voilà. Il ne fait pas très chaud. Il n'y a pas plus de 15 degrés. Donc, oui, chez moi aussi, il a un petit peu plu aujourd'hui. Alors, Dominique me dit qu'apparemment, on nous voit bien et on nous entend bien. Donc, merci à toi, Dominique. Écoutez, je vous propose qu'on commence d'abord par un petit peu la traditionnelle présentation. Donc, Nicole, en 2, 3, 4 minutes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi rapidement ? Qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait ? Alors, donc, je m'appelle Nicole. On a le droit de dire les noms de famille, je pense. Omel, donc j'ai 56 ans et demi. Je vis donc depuis 5 ans dans la commune de Saverne en raison de la retraite, de la mise à la retraite de mon mari, donc qui a voulu rejoindre la campagne plutôt que de rester en ville. Nous avons tous les deux, nous avons une fille qui va avoir 24 ans et qui vit depuis presque 2 ans à Nice. Elle est venue nous rendre visite là pour le week-end de l'Ascension. J'étais pendant une trentaine d'années secrétaire juridique auprès de plusieurs cabinets d'avocats sur la région de Strasbourg. Et je me suis arrêtée il y a à peu près 5 ans parce que mon handicap a évolué un peu dans le mauvais sens. Et du coup, il y a beaucoup de contraintes, des douleurs chroniques qui s'installent. Et donc, ça ne permet pas d'avoir une activité professionnelle soutenue. Raison pour laquelle je me suis mise en retrait. Mais ça ne m'empêche pas de beaucoup bouger, de m'investir pour l'association donc ASBH, Association Spina Bifida et Handicap associés, dont le siège est à Paris, le Trévise, et dont je suis la déléguée régionale dans la région du Bas-Rhin, donc le 67, depuis à peu près une dizaine d'années. Et je travaille donc en collaboration étroite avec Nicolas, qui est juste en dessous. Et nous n'avons pas beaucoup de clients, entre guillemets, mais on essaye au mieux de satisfaire, de répondre aux questions que les gens atteints de cet handicap peuvent se poser, jeunes, moins jeunes, voilà. Et puis, on essaye de les soutenir au niveau médical, mais aussi au niveau moral, parce que ce n'est pas toujours évident à supporter. Et puis, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Super, Nicole. Et donc, toi, Nicolas, qui es-tu ?
Alors, je vais essayer de résumer 36 ans d'une longue vie déjà en quelques minutes. On va essayer. On va essayer. On peut un peu schématiser. On va dire que j'ai eu deux vies, deux phases en tout cas de vie. D'abord, une phase assez classique où j'étais programmé pour avoir un parcours professionnel comme tout le monde, où voilà, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, puis de relations internationales. Et voilà, ça se passait pas trop mal, même si avec le handicap et la maladie, donc comme Nicole, je suis atteint aussi du spina bifida. Forcément, c'était pas simple tous les jours, mais au final, voilà, les études se sont pas si mal passées que ça, avec toutes les adaptations qui étaient nécessaires, bien sûr. Mais quelque part, je me sentais pas ma place vraiment ici, mais c'était compliqué de bifurquer parce que du fait du handicap, voilà, c'est pas simple de partir à l'aventure, de sortir un peu des sentiers battus. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de faire plein de belles rencontres, d'avoir des opportunités. Donc, par exemple, dans un premier temps, je me suis longuement investi aussi dans l'association strasbourgeoise Vue d'ensemble, où voilà, on a mis en place pas mal de belles choses, et notamment une expédition au lac Baïkal. Donc, une expédition qui s'était appelée Défi Baïkal, et durant laquelle on a marché une dizaine de jours sur le lac Baïkal, sur les régions autour, donc entre déficients visuels, puisque je suis malvoyant aussi, donc j'ai juste un reste visuel sur le centre de l'œil gauche, un tout petit reste. Et puis voilà, donc on a partagé cette belle expérience, mais quelque part j'avais attrapé ce virus de l'aventure. Et donc, j'ai essayé un peu de mener mon chemin comme je pouvais, même si c'était évidemment pas simple. Hein. On part pas comme ça à l'aventure quand on a un handicap. Mais au fur et à mesure, voilà, j'ai essayé d'avancer pas à pas. J'ai jamais cherché la performance, mais toujours à essayer d'avancer et de croire toujours en l'avenir, parce que souvent je faisais des choses en me disant que bon, voilà, ça serait un peu le dernier pas, mais au final, j'ai toujours eu la chance de pouvoir avancer. Et donc concrètement, par exemple, j'ai fait des choses comme la traversée de l'Alsace du nord au sud en autonomie. J'ai aussi essayé de voyager en autonomie. Donc j'ai pu aller à Malte tout seul, en Suède aussi. Mm-hmm. Et tout ça, j'essaie de le partager sur une page Facebook. C'est un peu ma forme d'engagement aussi que je développerai un peu plus tard. J'ai une page Facebook qui s'appelle Nico Andy Routard, sur laquelle j'essaie de partager tout ça. Et voilà, donc là, il y a encore de belles choses qui arrivent, notamment là, à la Boule, je suis chez mon ami écrivain voyageur Jean-Pierre Bouillot, qui est aveugle complet et qui a bourlingué à travers le monde entier, là, qui a écrit des livres sublimes d'ailleurs que je vous conseille. Il y a Aller voir ailleurs, il y a Voyage du coq à l'âme. Et voilà, donc avec lui, je pense qu'il y a beaucoup d'autres projets qui arrivent, et personnellement aussi, je suis en train d'en construire d'autres, notamment un qui va démarrer d'ici 2 ou 3 semaines, et que je pourrais aussi un petit peu partager vous raconter si vous le voulez. Ok, super. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vous propose, justement, puisque vous partagez tous les deux un engagement commun, peut-être de nous parler de ça, un petit peu de qu'est-ce qui vous touche. Nicole, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors donc, comme je disais en préambule, donc je suis déléguée régionale donc de l'ASBH. Donc c'est une association dont le siège se trouve à Paris et qui a dans les 13 régions de France une délégation avec chaque fois une ou plusieurs personnes qui se mettent à disposition aux autres personnes qui sont concernées par le handicap. Et donc, on essaye de répondre au mieux à leurs demandes. Alors, cette association met à disposition du matériel médical que Nicolas et moi-même commandons d'ailleurs là-bas. Il y a des catalogues, il y a tout ce qu'il faut pour les autosondages, pour les lavements coliques, pour les plaies, enfin bref,
toute une panoplie, un arsenal, je dirais, de produits à disposition et de matériel médical. Et d'un autre côté, on donne aussi des conseils médicaux, c'est-à-dire à qui s'adresser en cas de problème, parce que dans ce handicap, si je peux un peu m'étaler sur le sujet, c'est que c'est un puzzle, c'est-à-dire c'est un handicap qui concerne pas seulement une partie du corps ou un organe, mais le corps tout entier. Donc, c'est difficile de faire la part des choses parce qu'on a souvent des manifestations, des symptômes un peu partout et on ne sait pas trop par quel bout prendre le problème. Donc, moi, j'aiguille vers les spécialistes au CHU de Haute-Pierre, puisqu'il y a maintenant une consultation pluridisciplinaire qui est installée depuis presque 3 ans, présidée par le docteur Coquin et le professeur Proust, qui sont donc des pontes de la neurochirurgie, de la neurologie en général. Et donc, aussi bien sur le plan pédiatrique que sur le plan adulte. Voilà. Et donc, Nicolas me seconde, par exemple, pour nous donner des pistes pour éventuellement des gens à contacter s'il y a vraiment un souci où j'arrive pas trop à répondre à la demande, et ce qui peut arriver, hein, parce que les parents sont des fois dépourvus parce qu'il y a un enfant qui naît avec un handicap lourd et c'est pas jamais prévu, hein, et c'est un choc monumental. Et donc, il faut savoir les aiguiller, il faut savoir leur donner les bons conseils, leur remonter le moral, ce qui fait partie, le côté très psychologique, tout en douceur, sans casser, sans… Voilà. Et donc, c'est pas évident parce que il peut y avoir tellement de choses en interaction qu'on a des fois du mal à faire la part des choses, ça c'est clair. Mais on lâche pas le morceau, on est investi, on y va à fond. Est-ce que tu veux compléter, Nicolas? Non, ben, par rapport à l'engagement, effectivement, pour compléter, effectivement, moi j'essaie de la seconder, comme elle dit, et donc on participe à divers événements, notamment la rentrée des associations chaque année, où on prend un peu notre bâton de pèlerin, parce que c'est vrai que spina bifida, c'est un nom qui paraît un peu barbare et que peu de gens connaissent au final, et ce qui est quand même assez dingue, parce que on est quand même plus de presque 20 000 personnes en France qui sommes atteintes de cette maladie, et c'est compliqué d'en parler, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'aspects très très intimes. Voilà, ça touche l'intestin, ça touche la vessie. Donc, pour parler plus clairement, c'est une maladie qui peut être pipi caca. Voilà. Donc, forcément, c'est plus compliqué d'en parler. Je veux dire, quand on est à table avec des amis, on va pas. Il y a certaines maladies dont on peut parler plus facilement. Alors qu'on est à table en train de partager un bœuf bourguignon, on va pas dire que voilà, aujourd'hui j'ai eu une débat. Voilà. Donc, alors, c'est sûr que… Je rebondis juste rapidement sur ce que tu viens de dire. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'étais à table, j'ai mangé un couscous, et pendant que je mangeais un couscous, il y avait une des personnes qui arrêtait pas de nous parler de diarrhée. Voilà. Je pense que tu peux en témoigner que ça ne met pas forcément très à l'aise et que ça ouvre pas forcément l'appétit. Alors, ça ne nous a pas empêché de continuer de manger nos merguez et notre couscous. C'est mais alors, j'en profite aussi, hein, puisqu'on a une question de Dominique, justement. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui ont un spina bifida pour aborder au mieux leur vie future? Oula. Alors, on n'a pas tellement… Dom, c'est justement la déléguée régionale de la Bourgogne. Et donc, on est en étroite collaboration si besoin. Alors, comme conseil, moi, je n'ai pas vraiment affaire à des jeunes. Enfin, en ce moment, je suis un petit garçon qui a 6 ans. Donc, lui, il ne se pose pas encore la question par rapport au futur. Donc, ce n'est pas dans ses priorités. Mais on peut avoir un dialogue tout à fait constructif avec les parents, c'est-à-dire ne pas trop les alarmer, mais en pointant quand même du doigt des choses qui ne vont pas et qu'il faut absolument suivre. En l'occurrence, ce que disait Nicolas tout à l'heure, la vessie et les intestins, parce que ça, c'est notre tronc commun. Même si la maladie peut se manifester de différentes façons, on est tous uniques, même parmi les 20 000, mais le tronc commun, c'est quand même l'incontinence urinaire et la constipation chronique, ou l'inverse, les diarrhées au niveau du tube digestif. Alors,
si c'est des jeunes style adolescents, préadolescents, évidemment qui ne se posent pas de questions. Est-ce que j'aurai un amoureux, une amoureuse? Est-ce que je peux avoir une scolarité normale? Est-ce que je peux faire un métier, le métier que j'ai envie de faire? Tout ça, je pense qu'il faut y avoir en parallèle un dialogue avec peut-être un pédopsychiatre si les parents se sentent, je sais pas, impuissants par rapport aux questions de leur gamin, quoi. C'est pas évident de donner des conseils parce que ça peut changer d'une décennie à l'autre, hein, et même avant. Donc, tous les 5 ans, il y a peut-être un truc qui se rajoute. Il y a des choses qui peuvent partir, c'est sûr, mais ça ne va pas forcément dans le sens où tout va mieux et un jour, il n'y aura plus rien. Ce n'est pas le cas, hein. On va vivre avec jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au dernier soupir, mais on peut fortement améliorer l'hygiène de vie, on peut fortement améliorer la vie sociale parce que moi, par exemple, pendant mon enfance et mon adolescence, j'étais très recluse parce que je ne pouvais pas dormir chez les copines, je ne pouvais pas aller au cinéma sans déplacer tout le monde toutes les 2 heures pour aller aux toilettes. Donc, c'est une vie un peu, voilà, dans un cocon, jusqu'au jour où on a, merci celui qui a inventé les autosondages. Donc, on peut vidanger la vessie toutes les 2-3 heures et on peut de ce fait un peu avoir une vie normale. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment répondu à la question. Peut-être Nicolas a d'autres idées parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Donc, voilà. Non, c'est sûr que moi, l'adolescence et la vie de jeune adulte, c'est quelque chose c'est une période qui m'a beaucoup marqué. C'est une période vraiment pas simple. L'adolescence, et je pense particulièrement 15-20 ans, c'est peut-être, je pense, la période la plus compliquée parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interrogations qui arrivent. Mais déjà, il faut faire conscientiser à tous ces jeunes le fait que l'adolescence, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. C'est légitime d'avoir plein d'interrogations. Alors, bien sûr, quand il y a le handicap qui se rajoute, forcément, il y a encore beaucoup plus de questions. Mais il faut vraiment avoir en permanence ça en tête, que c'est une période et que les questions, on trouve toujours finit toujours par trouver des réponses. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une question, ça me paraît difficile, ça me paraît soluble parce que on a des possibilités quand même. Et quand je parle des possibilités, il faut vraiment ne pas avoir peur de s'adresser à l'adulte. Et notamment comme la SBH, l'association, souvent on a du mal à franchir ce cap parce que quelque part c'est reconnaître qu'on a une différence, qu'on a un handicap, mais il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et si c'est pas possible auprès des parents, effectivement, il peut y avoir, par exemple, dans les collèges, les lycées, il peut y avoir des infirmiers, des psychologues qui sont présents et essayer d'utiliser vraiment au maximum tous ces relais. Mais vraiment savoir que voilà, c'est vraiment la période la plus difficile. Moi, comme dit, c'est une période où je peux le dire clairement que j'étais pas particulièrement heureux. Même que je viens de loin, puisque à ce moment-là, j'ai connu des grosses périodes de dépression, même l'hôpital psychiatrique, et j'aurais jamais imaginé que 10-15 ans plus tard, je pourrais avoir la vie que j'ai maintenant. Donc vraiment, ça, faut surtout pas perdre espoir à cet âge-là. Alors, on a une remarque de Virginie qui nous suit, qui dit « Le souci vient aussi des médecins qui ne prennent pas en considération les problèmes de l'incontinence et mettent l'accent sur la motricité. » Tout à fait. Alors là, on pourrait discuter pendant des heures parce que, premièrement, les médecins traitants, ce qu'on appelle les médecins de famille, ne sont pas forcément au courant, connaissent très mal l'handicap, n'ont pas été formés. Il faut savoir qu'en 10 ans d'études, on en parle un quart d'heure dans le domaine de la neurologie, donc ce n'est pas beaucoup. Imaginez, il y a un patient qui vient, une patiente, en disant « Ouais, moi, j'ai des fuites urinaires, fécales. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ?» Le médecin, il est carrément à côté de la plaque. S'il n'est pas informé, et on peut d'ailleurs s'informer en tant que professionnel sur la page Facebook, enfin sur le site de la SBH, hein,
il y a un forum qui est dédié aux professionnels, ça c'est très important. Et on se rend compte que nous, en tant que malades, on les informe plus que eux qui savent eux-mêmes, en fait. C'est un peu les rôles inversés. Donc, on est obligé de dire, voilà, il y a ça qui se passe, donc il faudrait peut-être plutôt accentuer ou, comment dire, se focaliser là-dessus. Et alors, dire, ah oui, mais moi, dans ce domaine, je n'ai pas de formation continue, je ne sais pas quoi vous dire. Et là, on peut se dire, on est des fois vraiment largué dans la nature. Voilà. Et là, l'intervenante a tout à fait raison parce que malgré le professionnalisme des médecins, alors je ne casse pas du sucre sur le dos de quiconque, hein, ce n'est pas mon intention, mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, on est un peu dans un désert médical. Alors pas parce qu'il n'y a pas de médecins dans les villages, hein, c'est autre chose. Mais nous, en tant que SPINA, SB, on a du mal, on s'adresse à qui? Le médecin traitant, ça ne suffira pas. Hein, voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est très bien que depuis, c'est quoi, 10-15 ans, je ne sais plus exactement que le centre de référence de Rennes a été mis en place. Et donc, quelque part, c'est une possibilité quand même qu'on a et c'est eux qui doivent chapeauter tout ça, qui doivent donner les grandes directives. Donc, on peut aller faire un check-up complet pour… je pense que c'est d'ailleurs la même chose pour beaucoup de maladies. Hein. Pour beaucoup de maladies, il y a des centres de référence. Et donc, s'adresser à ces centres pour faire un check-up complet et ensuite donner des directives aux différents médecins qu'on rencontre au quotidien. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. C'est une problématique que j'ai connue longtemps de trouver pour trouver un médecin traitant qui était capable de voir les choses dans leur globalité. Alors, je vous propose de passer à une autre question qui est en fait donc là, on est dans une période depuis un peu plus d'un an, hein, le Covid, le confinement, tout ça, normalement, c'est censé finir dans quelques semaines. Mais est-ce que justement cette période qui a commencé donc depuis mars-avril 2020, ça vous a un petit peu affecté d'une manière personnelle? Est-ce que ça, par rapport justement à vos engagements, est-ce que ça vous a permis aussi d'avoir une réflexion sur vos engagements en vous disant que vous aviez raison ou peut-être tort de faire ce que vous faites? Ça vous a, vous étiez démotivé, ça vous a donné de l'énergie, ça vous a donné des idées peut-être aussi pour le futur, Nicole? Moi, je n'étais pas forcément déboussolée ou démotivée, pas du tout. Je me suis dit un jour, de toute façon, ça va s'arrêter et on reprendra de plus belle. Le seul problème, c'est qu'il n'y a déjà pas suffisamment d'appels. On n'a pas des appels tous les jours, hein, ou d'un cri SOS. Et là, on s'est senti un peu du style, mais est-ce que tous ces gens qui ont des problèmes vraiment… il faut faire des analyses régulièrement, des contrôles réguliers, des échos, des machins, des IRM. Et on ne pouvait pas aller dans les hôpitaux parce qu'il y avait toujours le Covid qui passait devant tout. Et donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont de guerre lasse, ont arrêté de se faire soigner correctement pendant cette année. C'est là où vraiment je me suis posé des questions parce que c'est imprudent, il ne faut pas le faire, il faut continuer à faire les examens de routine, même s'il n'y a forcément rien, parce que ça peut changer d'un jour à l'autre. Et c'est là où je me suis sentie vraiment bridée, quelque part. Personnellement, non, parce que tous les 6 mois, moi, je fais un contrôle ou un an, donc je n'étais pas dans les clous. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais il faut savoir que l'association n'a pas freiné non plus, parce qu'elle a toujours mis pendant ce confinement le matériel à disposition de nos adhérents. Il y en a quand même plus de 400, je crois. Donc, personne n'était pris au dépourvu. Tout ça, ça a fonctionné, mais d'une façon… on a eu des mails presque quotidiennement, ce qu'il faut faire par rapport au Covid. Est-ce qu'on est des personnes à risque plus que d'autres? Est-ce qu'il faut se faire vacciner parce qu'on a SPINA? Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont plus prioritaires que nous. Voilà, donc toutes ces questions autour de la pandémie. Voilà. Et pour toi, Nicolas? Il y a eu une conséquence directe, hein, mais qui n'est pas grave, c'est que effectivement ça a eu un impact sur les aventures que je préparais, puisque là en mars dernier j'avais prévu de partir faire un tour d'Europe en autonomie, donc essayer en 80 jours de traverser tous les pays d'Europe. Mais bon voilà, ça s'est simplement reporté, effectivement, après la pluie, le beau temps. Mais c'est sûr que c'était…
là, durant le confinement, il y avait quand même différentes strates de difficultés. C'est sûr que pour les familles qui étaient entassées dans des petits appartements, c'était compliqué. Après, voilà, moi je l'ai pas vécu à la campagne, hein, je l'ai vécu aussi dans un appartement en ville, mais quelque part ça m'effrayait pas plus que ça parce que je veux dire le confinement quand on a passé, moi j'ai passé presque un an de ma vie à l'hôpital. Je trouve que c'est un peu un entraînement et beaucoup de personnes qui, c'est sûr, étaient plus déboussolées que nous pour ça. Et du coup, ben voilà, là c'était un peu comme une hospitalisation à domicile, mais sans toutes les contraintes qu'on a durant une véritable hospitalisation. Et alors j'ai tout de suite essayé de voir, ben voilà, ben on a du temps. On a du temps devant nous. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps? Et effectivement, j'ai essayé de faire des choses que je n'aurais peut-être pas faites sans ça. Bah, par exemple, effectivement, d'essayer d'apprendre à me servir d'outils informatiques que je ne connaissais pas jusqu'à présent pour un peu améliorer la communication, puisque comme je disais, j'essaie vraiment de parler du handicap, de la déficience visuelle et du spina bifida de manière un peu originale. Jusqu'à présent, c'était plus des textes. Maintenant, j'ai créé aussi ma chaîne YouTube, des choses comme ça. Voilà, donc c'était des opportunités pour faire ça, et puis aussi pour préparer les prochaines aventures. Et là, maintenant, il y a une petite fenêtre météo quelque part qui s'ouvre, et c'est pour ça que voilà, dans 3 semaines, tout de suite, je pars pour cette aventure, donc de faire Strasbourg-Toulouse en tandem avec 3 amis qui seront mes pilotes, et que voilà, comme d'habitude, je partagerai parce que c'est en soi, voilà, des Strasbourg-Toulouse, il y en a beaucoup qui font à vélo, mais là la communication que je fais, parce que ce genre d'aventure, c'est toujours un équilibre à trouver par rapport au spina bifida. Tous les jours dans des conditions spartiates, essayer d'éviter d'attraper des infections urinaires, de gérer tous les soins, et donc voilà, j'ai toujours peur quand je parle de la maladie d'un peu barber les gens, et c'est pour ça que j'ai essayé de le faire de cette façon. Donc ils verront avant tout une aventure, mais au passage d'essayer de découvrir cette maladie qui est, comme on disait, qui est vraiment méconnue. Super. Alors, je vous propose de passer rapidement sur la phase de questions-réponses. J'en profite juste rapidement pour revenir sur Nicole, puisque Nicolas, tu nous as un petit peu parlé de tes projets d'avenir, mais est-ce que toi, Nicole, tu as justement aussi des projets d'avenir? Pas vraiment. Disons, mon domaine, ma carrière professionnelle est quasiment terminée, hein, puisque je suis plus proche de la retraite qu'autre chose. Moi, je trouve un petit mi-temps encore à droite à gauche, mais mon mari est à la retraite, donc voilà, c'est bien d'être bien entouré. Je me projette pas trop, enfin, je veux dire, peut-être les 5 ans à venir, ça va pas changer grand-chose. Je vais continuer à m'investir à fond dans l'association parce que c'est quand même chronophage, hein, quelque part. Et puis, bon, pas tous les jours, hein, j'exagère, mais quand il y a un truc, il faut absolument aller au bout de la chose, ça prend du temps. Parce qu'il ne faut pas bâcler, hein, quand quelqu'un vous pose une question, il faut se renseigner, il faut donner des réponses concrètes et pas je sais pas, je verrai, voilà. Donc il faut être quand même professionnel, et ça je crois que je le suis parce que je suis moi-même concernée. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais, j'aimerais devenir grand-mère, hein, voilà. Puisque j'ai une fille de 24 ans mais qui est maintenant partie sur Nice depuis 2 ans. Parce que, contrairement à Nicolas, je n'ai pas fait de grandes choses dans ma vie. Enfin, j'ai pas eu de défi. Mais le seul défi auquel que j'ai réussi, c'était de mener à terme ma grossesse, d'accoucher comme il faut et d'avoir mis au monde un enfant en bonne santé. Voilà. C'est le beau des défis, ça. C'est vraiment vraiment un défi parce que c'était mal barré. Oui, c'est…
Alors, on a une question de Dominique qui vous demande qu'est-ce qui, selon vous, est le plus dur à gérer dans le spina bifida? Bah, personnellement, moi, je dirais la fatigue que ça peut engendrer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut pourrir la vie. Parce qu'il y a beaucoup de causes de fatigue dans le spina bifida. Dans mon cas, par exemple, depuis 2 ans, il y a des lavements. J'ai un système sur l'intestin et qui provoque un soin que je dois faire tous les 2 jours. Ça engendre effectivement cette fatigue qu'il faut savoir intégrer, et c'est pas tous les jours évident, et c'est aussi pour ça que les challenges là que j'essaie de me lancer maintenant seront des challenges un peu pas seulement sur une journée ou deux, mais souvent j'essaie de me mettre dans des situations difficiles pour qu'ensuite, dans le quotidien, ça devienne plus simple. Et j'espère que là, dans le futur challenge, j'apprendrai un peu des trucs et astuces supplémentaires, comme dans les précédentes aventures, par exemple. J'ai appris à beaucoup mieux gérer mes sondages. Mais c'est vrai que la fatigue, par exemple, où je suis actuellement, c'est vrai qu'on a un rythme assez élevé, et il faut vraiment savoir faire avec, et c'est pas toujours simple. Pour répondre à la question de Dominique, je dirais que en fait, le plus dur à gérer, c'est que sans complètement zapper les improvisations, il faut quand même être très rigoureux dans l'hygiène de vie. Hein, ça, c'est important. Une bonne alimentation, les autosondages toutes les 3-4 heures, les lavements comme Nicolas, puisque moi je fais pareil, mais depuis 13 ans. Donc tout ça, il faut pas, comment dire, il faut organiser sa journée en fonction de nos contraintes et pas l'inverse. Parce que si ça nous tombe dessus, on est vachement emmerdé, excusez-moi l'expression parce que c'est effectivement la bonne, ça peut être lourd de conséquences. Donc, il faut être très, très rigoureux dans nos autosondages, nos lavements, tout ce qui s'ensuit, comme dit la diététique, la boisson, enfin tout, pour que ça soit gérable sans que ça prenne la tête. Parce que après 13 ans de lavement, hein, moi aussi, tous les 2-3 jours, donc à un moment donné, on sature. Et quand on est en vacances, quand on est avec des amis, on dit punaise, ce soir, je ne peux pas faire ça parce qu'il faut que je fasse mon lavement. C'est incontournable parce que sinon, on va droit dans le mur. Voilà, sinon, voilà, on n'est pas bien ou on peut même mourir. Hein. Donc, non, il faut vraiment… on ne peut pas dire que tout tourne autour de l'handicap, mais on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc, le plus dur à gérer, c'est de concilier les deux. Alors, on va prendre la dernière question pour notre soirée, toujours de Dominique. Y a-t-il un moyen de prévention du SB? Ah oui, alors ça c'est pour moi. Enfin, prévention. Donc, il faut savoir que l'année, elle est un peu sous le signe de la prévention, justement. Et comme on le conseille, c'est un peu dommage depuis peu, il faut sensibiliser les gynécologues à ce que les femmes qui viennent dans leur cabinet leur proposent de prendre de l'acide folique et la fameuse vitamine B9 qui réduit de 70% la malchance d'avoir un fœtus endommagé, dont fait partie le spina bifida. Il y a d'autres pathologies, hein, mais la nôtre, elle est un peu dans les top 50. Donc, si on pouvait supplémenter 3 mois avant la conception et 3 mois après, c'est-à-dire le premier trimestre de la grossesse, je pense qu'on n'en serait pas forcément là. Alors, ce n'est pas une science absolue, hein, mais en tout cas, au Canada et dans d'autres pays en Europe et aux États-Unis, ça se fait déjà depuis une vingtaine d'années. Et sauf chez nous, non. On ferme les oreilles, on ne veut pas entendre, alors qu'il n'y a aucun effet secondaire. Ce n'est pas un truc, voilà, vous prenez un cachet par jour, vous mangez assez sainement. Et donc, ça ne veut pas dire que il n'y aura plus jamais de spina bifida, mais en tout cas, à notre époque, la mienne et celle de Nicolas, ça n'existait pas. On ne parlait pas d'acide folique, machin truc. Même moi, j'en ai pas pris. J'ai eu la chance d'avoir un enfant en bonne santé, mais ça aurait pu être le cas, enfin, l'inverse. Hein. Donc, c'est ça. Il faut vraiment sensibiliser les femmes qui veulent tomber enceintes, mettre une grossesse en route
à cette fameuse acide folique, vitamine B9 qu'on retrouve dans certains aliments, mais souvent il faut supplémenter justement. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux compléter, Nicolas? Non, ben là, c'est pas une question ouverte, c'est une question qui me demande une réponse claire. Et Nicole a été très claire. Ok. Bon, bah écoutez, on est à 35 minutes de live. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer. Ça passe très vite, hein, pour en discuter jusqu'à minuit. Hein. Ben, moi, je suis dispo, hein, si vous voulez. Pas de souci. Hein. Alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là, mais en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à ce live. On aura l'occasion sans doute de développer un petit peu plus le sujet, puisque on aura aussi une autre émission qu'on aura l'occasion de faire ensemble qui s'appelle Le Son des associations, qui est l'émission de radio de la Maison des associations, qui aura lieu à la fin du mois. Ouais. Donc, on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Hein, donc, n'hésitez pas à réfléchir vous-même un petit peu aux réponses que vous pourrez faire aux questions. Voilà. En tout cas, voilà, moi je vous remercie d'avoir participé. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, qui étaient quand même des questions assez pertinentes. Et je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à dire à nos spectateurs et à nos spectatrices. Moi, je dirais garder confiance, avoir du courage pour la suite, ne rien lâcher, s'accrocher, et puis dire toujours qu'il y a pire. Voilà. Oui, ben moi je dirais, évidemment, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Pas dire beaucoup mieux, mais c'est vrai que là, comme je disais, il y a une fenêtre météo quelque part qui s'ouvre. Alors bien sûr, en restant prudent, mais essayer quand même de profiter de cette fenêtre et qui peut peut-être se transformer en une maison complète. D'essayer de profiter de ça pour souffler, pour essayer un peu de récupérer de tout ce qu'on a vécu et vraiment essayer de voir. Bien sûr, il y a les familles qui ont été endeuillées par cette saloperie, mais de façon générale, essayer de faire le bilan et de voir tout ce que ça a pu engendrer chez chacun pour essayer d'en tirer le meilleur. Voilà, c'est ce qu'il faut faire à la fois dans cette situation et dans la vie en général. Eh ben, écoutez, on va se quitter sur ces mots. Moi, je vous remercie encore d'avoir participé et je remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis. N'hésitez pas évidemment à liker, commenter et partager la vidéo. Elle sera mise automatiquement en replay, hein, donc vous pourrez toujours intervenir dessus. Et Nicole et Nicolas pourront toujours aussi voir les commentaires qui pourront se rajouter pour pouvoir répondre aux questions. Et moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour notre prochain live où j'aurai la chance d'avoir Awa, qui est une joueuse de handball professionnelle qui nous parlera de son parcours. Et je vous souhaite écoutez, une bonne soirée à toutes et à tous et bon repas pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de manger, en espérant évidemment que autour de votre tas, personne ne vous parle de pipi, caca. Merci de nous avoir reçus et puis bye bye à tout le monde et à une prochaine. Voilà. Bonne soirée, bonne app. Bonne soirée.